Bonjour Lina Bassiste. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes journaliste israélienne, correspondante à Paris de la chaîne israélienne Cannes, mais aussi du site en ligne Al Monitor, spécialisé sur le Moyen-Orient. Rina, comment lisez-vous les détails présentés à travers la presse du nouveau plan opérationnel de la campagne militaire israélienne dans la bande de Gaza? On s'avance nécessairement vers une opération longue, ce qui expliquerait notamment le recours à des dizaines de milliers de réservistes appelés ce week-end. Il y a des réservistes qui étaient appelés, en fait, et ça fait déjà une semaine que ces gens étaient appelés. Donc, on sait que le gouvernement, ça fait quelque temps que le gouvernement prépare cette opération. Maintenant, si on lit la presse, si on lit aussi les sources diplomatiques qui se sont exprimées ces dernières 24 heures, on se pose quand même quelques questions parce que toutes ces informations parlent que l'armée israélienne va rester dans certaines parties de la bande de Gaza. Or, il faut dire que c'est déjà le cas, parce qu'il y a déjà, ça fait quelques temps qu'il y a des forces israéliennes, d'abord dans le nord de la bande de Gaza, mais aussi dans le sud. Alors, dans qu'est-ce qui va changer? Toute la zone de Rafah. L'idée, en fait, est d'essayer de pousser une partie, en tout cas, de la population gazaouite du nord de la bande de Gaza vers le sud, mais pas juste au passage de Rafah, plutôt vers ces zones qu'on a connues déjà, ces zones humanitaires soi-disant, avec, et ça c'est intéressant, l'armée dit qu'il y aura des compagnies civiles, on peut s'imaginer que ça sera plutôt des boîtes américaines, et qui vont vérifier que des terroristes de Hamas ne vont pas passer justement avec cette population du nord vers le sud. Donc le contrôle ne sera pas assuré par Tsahal. Voilà, c'est ça l'idée. Maintenant, on ne sait pas si ça va se passer comme ça, mais c'est ça en tout cas l'idée, les informations qu'on a. Et on sait que dans le passé, il y avait déjà des compagnies américaines qui étaient impliquées dans ce genre d'opérations, plutôt dans les couloirs de Netzarim, qui est plutôt dans le nord. Ça n'a pas très bien marché. Pour quelle raison? Voilà, c'était pas très efficace et c'était très compliqué parce qu'il y avait une partie de la population qui était autorisée de passer à pied, une partie de la population qui était autorisée de passer avec des véhicules. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va vraiment se passer dans le sud de la bande de Gaza. Ça, c'est une partie de ces plans. Et après aussi, il y a la question sur l'aide humanitaire. Parce que d'un côté, la question de la distribution. Exactement. D'un côté, on a attendu qu'il y avait un grand désaccord dans cette fameuse réunion de cabinet de sécurité hier soir entre les chefs de Tsahal, Eyal Zamir et certains ministres du gouvernement de Netanyahou. Zamir a dit qu'il faut absolument laisser faire, que l'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza. Et certes, sans que ça arrive dans les mains de Hamas, mais il faut le faire, et sinon on sera en violation de la droit international. Or, il y avait la ministre Strouk et aussi le ministre Itamar Ben-Gvir qui ont dit, mais non, on n'est pas du tout d'accord qu'il y aura l'aide humanitaire. Donc là... Et qu'est-ce qu'en pense Benjamin Netanyahou? Tant qu'on sache, pour l'instant, Bon, c'est en fait ça la question. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il y avait cette décision d'attendre justement avec cette opération de grande envergure, même si l'opération même était votée. Il y avait une approbation de la part du gouvernement. Et on va attendre avec cette opération justement après la visite du président Trump dans la région. Donc ce sera entre le 13 et le 16 mai, la semaine prochaine. Exactement, pour donner un petit peu de temps, non seulement pour les présidents d'essayer de mettre la pression pour avancer un certain accord, mais aussi, j'imagine que les Américains, ils ont certaines réservations sur cette opération et il faut régler ça vis-à-vis de la Maison-Blanche. Est-ce que les Israéliens, le gouvernement, le cabinet de sécurité israélien, considèrent que Donald Trump a encore suffisamment de cartes pour essayer de contraindre, avec d'autres médiateurs, notamment l'Arabie Saoudite, le Hamas, d'accepter un accord plus favorable aux intérêts israéliens, en tout cas permettant la libération d'un plus grand nombre d'otages? Je pense, d'abord, il y a plusieurs questions là. Parce que d'abord, il y a une question très épineuse pour les Américains, et ça, c'est la question d'Idan Alexander. Parce que déjà, quand les discussions ont avancé un petit peu ces dernières semaines, les Américains ont espéré qu'au début de cet accord potentiel,
cette personne israélo-américaine sera libérée les premiers. On parlait de la libération de 10 otages vivants, puis de 5. Exactement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle cette proposition de Steve Witkoff, qui est toujours sur la table, mais avec justement la libération en premier plan d'Idan Alexander pour donner au président Trump cette image d'avoir accompli quelque chose, non seulement pour Israël, mais aussi pour les Américains. Ça ne s'est pas passé comme M. Trump a espéré. Et donc là, on se demande, est-ce qu'il a assez de pouvoir justement pour contraindre le Hamas d'accepter une telle proposition? Et ça fait maintenant 2-3 mois qu'elle est sur la table. Et pour l'instant, on a le sentiment que les discussions sont bloquées. Donc d'abord, il y a la question des principes de cet otage. Et après aussi, ce sentiment comme si... M. Witkoff et toute peut-être l'administration Trump est occupée avec d'autres choses. D'abord, cette visite en Arabie Saoudite, on sait que la question d'un deal avec Hamas, c'est pas la seule raison. Il y a plein d'autres raisons pour cette visite. On sait qu'il y a la volonté de l'administration Trump de conclure un accord avec les régimes saoudiens sur d'autres affaires. On parlait d'un pacte de défense, notamment entre les deux pays. Exactement, un pacte de défense. Il y a peut-être sur la table un énorme deal des armes, des achats d'armes, que les Saoudiens vont acheter des armes américaines. Ça représente beaucoup d'argent. Et on sait combien... avait refusé ça l'administration Biden après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Donc il y aurait un revirement là important. Exactement. Et on sait combien ces genres de deals sont importants aux yeux de M. Trump. Et on a aussi la question des nucléaires civils que les Saoudiens visent depuis aussi plusieurs années. Et donc cette visite à Riyad ne sera pas consacrée à ces négociations avec Hamas. Ça sera même peut-être une question à côté des grandes questions qui étaient évoquées entre M. Trump et Bin Salman. Rina Bassis, dans quelle mesure ce plan adopté hier et présenté par le nouveau chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, reprend peu ou prou ce qu'on a appelé le plan des généraux qui avait été élaboré quelques semaines après le début de la guerre par l'ancien conseiller à la sécurité nationale Guro Eiland, qui avait beaucoup été décrié, lui-même le présentait comme un plan qui changerait la réalité sur le long terme. Est-ce qu'il y a certains éléments qui reviennent et qui pourraient être inspirés par ce fameux plan, qui a beaucoup été commenté notamment à l'international? Effectivement, il y a cet élément central, si je peux dire, et ça c'est la question de rester à Gaza. Et donc là, cet terme de rester, que les forces vont rester sur le terrain, qui vont occuper au moins une partie du territoire d'une façon indéfinie, et il est là. Il est dans toutes ces informations qui étaient publiées dans la presse, même dans les informations qui étaient publiées par des sources politiques et diplomatiques. Il y a cet principe. Donc là, effectivement, on revient d'une certaine façon, et pas à la totalité de ces plans de Eiland, mais au moins d'une partie. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a une énorme crainte des côtés des familles des otages qui se disent, mais avec ces plans-là, où Tsahal va peut-être rester de façon indéfinitive dans une partie des terrains. Comment on peut s'imaginer que Hamas ne va jamais accepter un accord pour la libération des otages? On ne voit pas du tout que ça va vers un cessez-le-feu. Alors que du côté du gouvernement, on estime que le renforcement de la pression militaire pourrait permettre de libérer d'autres otages. Les familles d'otages n'y croient pas? Exactement. Bon, on veut bien croire qu'il y a une vraie volonté de la part du gouvernement Netanyahou de mettre en place un plan militaire qui va justement accélérer la pression sur Hamas pour accepter un tel accord. Je crois que la plupart des familles des otages n'y croient pas, parce que déjà, ça fait quelques semaines que le gouvernement israélien a dit de façon extrêmement claire que toute négociation va être poursuivie au moment où Tsahal opère. Donc, Tsahal ne va pas cesser ses activités militaires pour laisser la place aux négociations. Et avec tout ça, avec la pression militaire qui est déjà sur place, on ne voit pas que les négociations avancent. Pour l'instant, on n'est nulle part. En fait, dans ces négociations, on est exactement avec la même proposition de M.
Witkov d'il y a 2-3 mois. On ne pense pas qu'il y avait des compromis ni de la part de Hamas, ni de la part du parti du gouvernement Netanyahou qui étaient ajoutés à cette proposition pour la faire réaliser. Benyamin Netanyahou qui a menacé les Houthis du Yémen de représailles après les derniers tirs de missiles balistiques qui ont visé le territoire israélien ces derniers jours, notamment hier tout près de l'aéroport de Ben Gurion. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord concrètement en termes de détection ou de non-détection du missile ? Oui, il y avait toutes sortes des hypothèses pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi les missiles étaient atterri justement vraiment juste à côté des terminal 3 qui a conduit à la suspension d'un certain nombre de vols par des compagnies étrangères. Voilà. On parle maintenant de plus ou moins 20 compagnies étrangères qui ont suspendu pour 72 heures leur vol et après on ne sait pas s'ils vont en fait revenir cette semaine, la semaine prochaine. Donc au début il y avait l'armée a dit peut-être c'était qu'un débris qui est tombé, on n'est pas tout à fait sûr. Maintenant on sait en fait qu'il y avait un malfonctionnement. En fait ça n'a pas marché la protection aérienne, c'est qu'on appelle les dômes de fer, pour une raison technique ou une autre, ça n'a pas marché. C'est aussi une source d'inquiétude. Je crois parce qu'on est habitué au miracle quotidien de ces missiles qui ne provoquent que très peu de dégâts, mais à chaque fois, des vies sont en danger, il faut bien le rappeler, avec ces missiles balistiques. Oui, non seulement ça, juste quelques heures avant ces missiles, les Israéliens ils ont reçu un message comme si les paramètres de l'alarme qu'ils ont sur leur téléphone, tout le monde a cette application sur le téléphone, étaient améliorés, étaient changés pour donner plus de temps aux gens, justement, d'aller à l'abri. Voilà, un peu plus qu'une minute 30 ou 2 minutes, comme c'est le cas d'habitude, notamment exactement. Dans le centre. Et avec cette annonce, comme si on aura plus d'avertissements avant. Là, on se trouve dans une situation, même avec tous les avertissements, les missiles est tombé à côté de l'aéroport. Il y a de quoi s'inquiéter. Sur le plan militaire, on a vu que des frappes américaines avaient encore eu lieu cette nuit contre les Houthis. Netanyahou évoque des représailles. À quoi pourrait ressembler la riposte israélienne ? Est-ce qu'on pourrait viser à nouveau un des ports stratégiques du Yémen ? Est-ce qu'il y a d'autres opérations qui sont envisagées, en tout cas qui sont discutées dans les médias israéliens ? Oui, il y a en fait 2 possibilités. Un, c'est justement, comme vous avez dit, frapper les ports, les infrastructures civiles ou militaires au Yémen. Et la deuxième est bien évidemment frapper en Iran. Jusqu'à maintenant, ça fait en fait 4 mois qu'Israël subit ce genre d'attaques depuis le Yémen. Et ça fait 4 mois qu'Israël en fait, s'est replié à l'exigence américaine de ne pas riposter. Parce que les Américains, ils ont dit, Washington a dit à Jérusalem, écoutez, pour l'instant, c'est nous qui menons la balle, c'est nous qui frappons les Houthis, vous restez calme pour laisser ça à nous, cette opération militaire. Ce qui était aussi possible politiquement côté israélien parce qu'il n'y avait pas de morts. Il n'y avait pas de morts, c'était en fait la politique israélienne quasiment, avec quelques exceptions, depuis le 8 octobre, de dire que cette confrontation entre Israël et les Houthis, en fait, ce n'est pas notre bataille à nous, c'est un problème pour tout le monde occidental. Notamment pour le commerce international. Exactement. Perturbé. Justement, pour ne pas ouvrir un autre front qui sera qu'un front israélien. Et là, on voit que ça n'a pas très bien marché. Et le gouvernement Netanyahou a dit justement, vous avez dit qu'il y aura une riposte, mais encore avec ces déclarations, le gouvernement aussi a dit, mais bien sûr, cette riposte va coordonner, va être avec un accord de la part de Washington. Donc là encore, on se demande si les Américains continuent à insister que c'est eux qui mènent la balle. Ça peut aussi tarder, cette riposte israélienne. Merci beaucoup, Rina Bassis, d'avoir été avec nous en direct cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes journaliste, notamment pour la chaîne israélienne Cannes. Bon après-midi à vous. Merci, Steve.